L'Afrique et les révolutions, sommes-nous dans la dynamique du retour du printemps africain sur le continent? On en parle ce jour avec un politologue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire sur les antennes de la télévision Burkina Info. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le docteur Seydou Abdoul Karim, qui est également qui travaille pour le Conseil du Centre pour la gouvernance démocratique et l'IGD. Seydou Abdoul Karim, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Alors, première question très simple, comment vous allez? Je vais bien, Dieu merci. Vous allez très bien avec l'actualité africaine. Est-ce que cela vous réconforte de savoir que l'Algérie et le Soudan aujourd'hui ont pu chasser ces populations-là, les présidents qui ont duré au pouvoir? Bien, je pense qu'on peut parler d'avancée démocratique. C'est peut-être une nouvelle vague avec le printemps arabe. Les mobilisations qu'on a eues donc au Maghreb, qui ont concerné également le Burkina Faso, c'est peut-être une nouvelle vague qui annonce en tout cas la prise de responsabilité des citoyens pour faire basculer ces régimes semi-autoritaires-là vers des régimes démocratiques. Et si on part étape par étape, step by step, comme on dit, l'Algérie d'abord pour commencer, ça n'a pas duré finalement pour que Bouteflika tombe. On a l'impression que finalement on était arrivé à une usure du pouvoir. Absolument. Je crois que le cas algérien montre que le système en place n'a peut-être plus les ressorts, les outils nécessaires pour se maintenir, maintenir sa stabilité, maintenir en tout cas son emprise sur le peuple algérien. Et il y a également l'effet de ce qui se passe ailleurs, non seulement le Maghreb, parce que c'était quelque chose d'étonnant que l'Algérie n'ait pas été concernée. Mais dans les autres pays, ça a été plus violent. Mais pour l'Algérie, on a été très pacifique dans les manifestations. Non, je pense que l'Algérie, quand vous suivez les opinions des Algériens, j'ai regardé même en France, quand on interroge les Algériens, il y a un mot qui revient dans leurs propos, c'est que la transition se fasse dans la paix, de façon pacifique. Et cela peut s'expliquer par l'héritage politique de l'Algérie, parce que l'Algérie a eu d'abord la guerre de libération qui a été très violente. Il y a eu également, dans les années 90, on se souvient, la guerre civile, après l'annulation des élections qui avait vu donc, la victoire du Front islamique du salut. Donc je crois que les Algériens veulent une transition pacifique parce qu'ils ont en mémoire justement ce qui s'est passé avec la guerre civile au début des années 90. C'est ce qu'on n'a pas vu peut-être dans d'autres pays comme la Tunisie, où il n'y a pas eu cet antécédent-là. Oui. Voilà. Mais si on regarde l'Algérie, toujours, on se pose la question de savoir est-ce que le peuple ne se fera pas voler sa lutte ou encore sa victoire? Parce que les caciques du pouvoir Bouteflika sont toujours là, les populations sont toujours également dans les rues. Oui, c'est la même difficulté qu'on a vue au Burkina Faso, qu'on voit actuellement aujourd'hui également au Soudan. C'est-à-dire que nous sommes en fait dans un processus de changement de régime. Ce n'est pas juste une transition qui doit conduire à l'élection d'un nouveau président. C'est tout un système en fait, oui. qui est en cause. Oui. Cela signifie au niveau de l'armée, opérer des choix au niveau de l'armée, au niveau de l'économie, au niveau de l'administration, au niveau de la magistrature, etc. Et ce n'est pas facile de démanteler tout un système. Et c'est là où on voit justement cette ambiguïté liée disons, à la légalité constitutionnelle. C'est la même chose qui s'est passée au Burkina Faso. Quand Blaise Compaoré a démissionné, les insurgés avaient dit non, on ne veut pas respecter la Constitution, notamment les dispositions relatives à la vacance de la présidence, parce qu'on va avoir peut-être le président de l'Assemblée nationale, qui est du parti de Blaise Compaoré. Voilà, du parti de Blaise Compaoré. On sait également que les hommes qui sont à la tête de l'armée sont des fidèles de Blaise Compaoré. On sait que ceux qui sont à la tête du pouvoir judiciaire, pour certains d'entre eux, sont également des fidèles du président déchu. Donc, c'est la même situation qui se pose également aussi pour le Soudan et en Algérie. La question est de savoir comment, justement, opérer cette transition d'un régime semi-autoritaire ou un régime hybride vers un régime beaucoup plus démocratique. Est-ce qu'on peut dire que les Soudanais ont été peut-être inspirés par les Algériens? Parce que quand même, on a vu rapidement comment les choses sont passées au Soudan. C'est vrai que 4 mois de manifestation, le prix du pain aura emporté le président Béchir. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas le peuple qui en avait marre de ce président-là et de son gouvernement?
Oui, je crois que c'est un ras-le-bol Oui. qui peut commencer par des questions. Dans beaucoup de cas, même dans les transitions des années 90, on se souvient, il y avait dans un premier temps des revendications corporatistes, des revendications matérielles. Et ces demandes sociales-là se sont politisées à un moment donné. Puisque à un moment donné, les gens vont se rendre compte que, en fait, pour changer leur quotidien, ils ont besoin de changer le système. Donc, on a deux stratégies. D'une part, une stratégie purement économique, purement sociale, qui va consister, par exemple, à influencer le système pour obtenir des changements. Par exemple, la réduction du train de vie de l'État, la réduction de la vie chère, etc. Mais à un moment donné, les acteurs vont se rendre compte que pour obtenir un changement de fond, il faut véritablement aller vers un changement de système. Mais là, le changement de système commence par exemple, le changement au niveau de la tête de l'État, par exemple, le président. Mais une fois que le président tombe, on se rend compte que il n'y a que son entourage qui est là. Le système est là. Oui. Donc, on va assister en fait à un Bouteflika sans Bouteflika et le système reste. Ou bien El Béchir quitte le pouvoir, mais le système reste. Le peuple soudanais dit on ne veut pas de l'armée au pouvoir. Donc, on sait que toutes les personnes aujourd'hui qui sont à la tête de l'armée soudanaise sont également des fidèles d'un certain Omar El Béchir. Alors, quel civil finalement pour diriger une transition dans un pays comme le Soudan ou encore l'Algérie? On a du mal à trouver des personnes quand même qui sortent du lot. Absolument, et c'est là où on voit en fait la difficulté même au niveau régional, au niveau de l'Union africaine. Parce que quand l'Union africaine dit qu'il faut une transition civile, c'était la même chose au Burkina, on n'a pas en fait un référentiel, une sorte de charte de transition qui permettrait par exemple à l'Union africaine de donner un certain nombre d'orientations. Parce qu'une transition civile, c'est très vague. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, on a dit transition civile consensuelle, mais après, on ne sait pas par quel moyen l'armée s'est retrouvée dans le système avec Isaac Sida. Avec plus de pouvoir que les civils sous la transition politique. Comme Premier ministre. Donc je pense qu'il serait intéressant peut-être que l'Union africaine songe à avoir un référentiel parce qu'on a accumulé beaucoup d'expériences à partir desquelles on peut peut-être identifier un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler des bonnes pratiques entre guillemets pour que en cas de changement de régime, en cas de transition, que l'Union africaine vienne avec un discours beaucoup plus concret. Parce que remettre le pouvoir aux civils, c'est très vague. Et ce qu'on observe aussi sur le terrain, les civils qui disent on ne veut plus de l'armée au pouvoir, mais si on ne veut plus de l'armée au pouvoir, quelle est l'alternative en fait qu'on propose? Ici, dans la précipitation... On pense aux leaders de l'opposition politique, on pense aux leaders de la société civile. Dans la plupart des pays, ça existe aujourd'hui. Oui, je pense que s'il n'y a pas d'offre de la part des acteurs qui ont travaillé à la chute de Omar El Béchir, c'est la même chose en Algérie. S'il n'y a pas d'offre, c'est clair que l'armée va conserver le pouvoir. L'armée peut en fait garder le pouvoir, être au pouvoir par défaut. Parce qu'en face, les acteurs qui réclament une transition civile ne sont pas organisés. Voilà, ne sont pas organisés. Ça. Et c'est là où on voit en fait, du point de vue idéologique, programmatique, un peu les difficultés de ces mouvements insurrectionnels-là. Ce qui vient au Burkina, en Algérie, au Soudan. C'est-à-dire que généralement, ça commence par un ras-le-bol. Et ce qui unit en fait les différents acteurs, c'est la volonté d'un changement politique. À la différence peut-être de l'Algérie ou encore du Soudan, le Burkina avait un chef de file de l'opposition qui était quand même à la tête de toutes les luttes qui ont été menées. Donc on peut quand même vous savez que l'alliance autour du chef de file de l'opposition, c'est une alliance tactique, c'est une alliance circonstancielle. C'est-à-dire que les partis qui sont autour du chef de file de l'opposition, ce n'est pas une alliance stratégique en fait. Ce n'est pas une alliance bâtie sur un programme, sur une idéologie. C'est une alliance, le mouvement qui a conduit à la chute de Blaise Compaoré. Le seul dénominateur commun, c'était que les acteurs ne voulaient pas de la modification de l'article 37 de la Constitution pour permettre à Blaise Compaoré de briguer un mandat supplémentaire en 2015. En dehors de ça, il n'y a pas véritablement de consensus sur les autres aspects. Alors, peut-être un fait qui se dégage, c'est qu'on a l'impression que dans la plupart des pays qui ont eu à mener ces genres de lutte, l'Algérie, le Soudan ou même le Burkina, on ne s'attend pas à ce que le président quitte le pouvoir la pointe sur les pieds, comme on l'a constaté. Oui, en fait, même au Burkina Faso, beaucoup d'insurgés ont été d'abord surpris par la chute de Blaise Compaoré. Apparemment, vous savez, les acteurs qui étaient sur le terrain n'avaient pas les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, n'avaient pas les mêmes demandes. Si vous regardez les banderoles, les pancartes qui étaient brandies par les différents acteurs, que ce soit au Burkina ou ailleurs, vous allez voir, il y a des gens pour qui la priorité, c'est la question de la vie chère. Il y a des gens pour qui la priorité, c'est la crise du logement. Il y a des gens pour qui la priorité... C'est pour ça qu'on a eu en fait une difficulté à définir même un agenda pour la transition dans le contexte, par exemple, du Burkina Faso. Si vous regardez la charte de la transition au Burkina Faso, en fait, vous n'avez pas un agenda clair. Si bien qu'on ne savait pas quelles devaient être les priorités du gouvernement de transition. L'agenda a été construit au fur et à mesure, en dehors du fait que
la transition, le gouvernement de transition a le devoir d'organiser les élections pour, n'est-ce pas, restaurer la légalité conditionnelle. En dehors de ça, sur les autres aspects, sur l'économie, est-ce qu'il faut réformer l'économie, les finances publiques et autres, je pense que ça a été régi par, influencé par les rapports de force. Les rapports de force sur le terrain. Alors si on reste encore sur le même continent, hein, l'Algérie, le Soudan aujourd'hui, il y a eu la Tunisie, il y a eu la Libye, il y a eu l'Égypte également. Est-ce qu'on a l'impression finalement que les peuples n'apprennent pas assez? Parce que chaque fois les peuples se mettent debout et leur lutte est toujours en queue de poisson à la fin parce qu'il y a des gens, des opportunistes qui viennent, qui sortent de l'eau, qui récupèrent le pouvoir. Oui, ce qui se passe, c'est que les acteurs justement de ces mobilisations ne sont pas toujours, comme je l'ai dit, n'ont pas toujours en fait la même vision. C'est-à-dire qu'il y a un dénominateur commun, on ne veut plus de ce président-là, on veut que le président... Vous voulez dire que ça ne suffit pas comme argument de lutte alors? Non, ça suffit, c'est tout à fait... Ce que je vais dire simplement, c'est que, en dehors du fait qu'on ne veut plus d'Omar El-Béchir, on ne veut plus de Blaise Compaoré, on ne veut plus de Bouteflika, sur les autres aspects, il n'y a pas forcément un consensus entre les différents acteurs. Regardez l'Algérie, vous avez même des courants conservateurs, des gens, par exemple, qui sont proches des groupes islamistes, qui sont en train de refaire surface. C'est-à-dire que quelle est la nouvelle Algérie qu'on veut construire après Bouteflika? Si par exemple on change de système, le système bâti par le FLN, si on veut changer de système, quel type de société on veut? Vous avez des gens qui aspirent à un système conservateur, bâti autour des valeurs religieuses. Vous avez des gens qui veulent une démocratie beaucoup plus à l'occidental. Vous avez des gens qui insistent sur les aspects économiques, les aspects sociaux. Et donc c'est ce caractère fourre-tout des mouvements insurrectionnels qui explique les difficultés que rencontrent les acteurs justement à définir une feuille de route pour la transition. Et cela explique aussi le fait que l'armée puisse garder son hégémonie, parce que l'armée, elle est soudée autour d'un certain nombre d'intérêts, elle est bien structurée, etc. Elle a une vision, parce que c'est quand même des gens qui ont exercé le pouvoir pendant des années, ils savent exactement ce qu'ils veulent, mais souvent la rue ne sait pas ce qu'elle veut. Mais on a même l'impression que l'armée a volé finalement la victoire du peuple algérien. Quand on regarde un peu les dernières sorties du chef d'état-major des armées, qui a menacé Bouteflika, qui lui a donné un ultimatum, tout cela, l'armée était en train tant bien que mal de sauver sa tête finalement, on a l'impression. Je crois que l'idée pour l'armée, justement, c'est de sauver la face, c'est de montrer qu'elle a une sympathie envers les demandes populaires. C'est quand même, pour le cas algérien, ce qui est exceptionnel, c'est le fait que l'armée a une certaine légitimité historique. L'armée qui a conduit la lutte de libération, voilà, est présentée, en tout cas se présente comme étant, si vous voulez, le garant de la stabilité. Parce que la spécificité du régime du FLN, justement, c'était que c'était un régime qui était, dont le principal instrument, c'était l'armée. Oui. Voilà, le pouvoir civil était là pour gérer les affaires courantes, on va dire, mais l'essentiel des pouvoirs était quand même entre les mains de l'armée. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire non, aussi que les peuples apprennent assez? Quand vous regardez le Soudan, vous regardez l'Algérie, les peuples sont en train de dire nous ne voulons plus de gens qui ont été avec les présidents déchus depuis le début de leur mandat jusqu'à maintenant. Ça commence quand même à venir. Oui, mais ça commence à venir, mais c'est très difficile d'opérer cela de façon rapide, dans le court terme. Parce que c'est tout un système qu'il faut déconstruire. C'est tout un... Regardez le pouvoir judiciaire. Jusqu'à l'armée. Si vous avez... Mais l'armée, vous avez par exemple les hauts gradés, les généraux, les colonels. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez les moyens de les démettre de leurs fonctions ou bien de les envoyer à la retraite anticipée? Ils ont quand même détient la force. Vous prenez le pouvoir judiciaire. Si vous avez un système judiciaire bâti par l'ancien président, par l'ancien système, des juges acquis, comme on les appelait au Burkina Faso, au niveau de la haute administration également, ce sont des gens acquis au système, mais vous ne pouvez pas débouliner tous ces systèmes en un rien de temps. C'est pour ça que ça prend du temps et c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que les acteurs, après la démission de El-Béchir, Bouteflika, après, on ne veut plus de la légalité. Et c'est ça l'ambiguïté. C'est-à-dire que dans les discours, c'était la même chose au Burkina. On dit on veut respecter la Constitution, on veut respecter les principes démocratiques. Mais on ne veut pas. Mais lorsqu'on veut appliquer les principes démocratiques qui découlent par exemple de la Constitution, en ce qui concerne par exemple la vacance du pouvoir, on se rend compte très vite qu'en appliquant la Constitution, on contribue en fait à maintenir le système. Et c'est là où il y a un rapport très ambigu vis-à-vis de la légalité. C'est pour ça qu'au Burkina Faso, paradoxalement, les insurgés qui s'étaient soulevés pour faire respecter la Constitution, avaient écarté la Constitution pour adopter une charte de la transition, qui était un document exceptionnel, donc mettre en place un régime d'exception pendant 12 mois pour organiser des élections.
Il y avait cette ambiguïté par rapport au droit. Laquelle transition a été saluée un peu partout sur le continent, 12 mois, parce qu'on a vu au Soudan déjà, on parle de 2 ans. L'Algérie, jusqu'à présent, on se pose la question. Ça fait partie des sujets qui doivent, en tout cas, alimenter la réflexion. Quelle doit être la durée de la transition? Parce qu'on a, par exemple, le modèle tunisien où ils ont pris plus de 2 ans. Pour opérer des... C'est la solution peut-être aller au-delà d'une année. Ça va dépendre peut-être des cas. Ça va dépendre des cas. Et ça dépend, par exemple, avec une transition, avec des décharges à n'en pas finir. En fait, ça dépend des objectifs. Ça dépend des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut... ça dépend en fait de l'agenda de la transition. Est-ce que l'agenda de la transition, la mission de la transition, c'est juste organiser des élections? Si c'est cela, en ce moment, même en 3 mois, on peut le faire. Dans le cas du Burkina, en 3 mois, la CENI pouvait organiser des élections. Ou bien on veut que la transition soit un moment de réflexion pour réfléchir sur des réformes substantielles, des réformes drastiques, pour réformer par exemple le système économique, les finances publiques, réformer l'armée, réformer l'administration. Donc tout dépend de l'agenda. Et c'est là où justement il y a un déficit de consensus. Parce que vous avez une approche minimaliste de la transition. Et ça, c'est par exemple l'approche des acteurs internationaux. La CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, quand ils viennent pour eux, élection tout de suite. On se souvient au Burkina Faso, Macky Sall à la tête de la CEDEAO, il avait proposé une transition de 6 mois. Les acteurs internationaux, leur préoccupation, c'est la restauration de la légalité constitutionnelle. Mais les acteurs locaux, les acteurs au niveau domestique, eux, ils savent qu'il y a cette nécessité-là d'aller vers une refonte globale du système. Parce qu'en organisant des élections dans 3 mois, dans 6 mois, ça ne change pas grand-chose. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Donc, je crois que tout dépend des objectifs qui sont et l'Union africaine qui avait avancé la charte de la démocratie africaine qui devait être réinstaurée dans ces différents pays, entre autres. Non, j'ai un problème avec la position de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine travaille sur un postulat qui est faux. Le postulat, c'est quoi? C'est celui de penser de considérer que tous les gouvernements en place, tous les pays membres de l'Union africaine ont des régimes démocratiques. Ce qui est faux. Quand vous prenez le cas du Togo, vous prenez le cas du Cameroun, vous avez le cas du Tchad, le cas du Congo, Brazzaville, etc. C'était le cas de l'Algérie, le cas du Burkina, etc. Dans tous ces pays. Oui, mais les élections... La démocratie, c'est une base électorale. Les élections n'épuisent pas le sens de la démocratie. C'est-à-dire qu'on a affaire à ce que, en sciences politiques, on appelle des régimes hybrides. C'est-à-dire des régimes qu'on appelle semi-autoritaires, où il y a un certain libéralisme politique, il y a la liberté associative, le multipartisme. Mais l'alternance est impossible parce que le système est verrouillé. Voilà. Il y a un numéro de politique africaine, la revue politique africaine concernant le Burkina en 2006, dont le titre était « Burkina Faso, l'alternance impossible ». Donc, on a affaire en fait à des régimes hybrides. Et lorsqu'on a affaire à des régimes hybrides, cela signifie clairement que ces régimes-là ne répondent pas aux standards, aux critères démocratiques édictés par l'Union africaine. Et lorsque ces régimes-là tombent suite à une insurrection, suite à un coup d'État, on voit les condamnations immédiates de l'Union africaine. Comme si, voilà, alors que, normalement, on le comprend, c'est la diplomatie, alors que l'Union africaine devait jubiler. Mais qu'est-ce que l'Union africaine peut faire d'autre? On sent que c'est une coquille qui est peut-être presque vide, avec un moyen d'action très limité. Alors, à leur décharge, quand même, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Oui, je comprends, parce que quand vous regardez du point de vue des rapports de force, même du côté financier, les pays qui sont très actifs, très dynamiques au niveau du financement de l'Union africaine, on se souvient, c'est quand même Kadhafi qui a été à la tête de cette transition de l'OIA à l'Union africaine. Voilà, à Sirte en 99. Mais on sait que la Libye de Kadhafi n'était pas une démocratie. Vous avez le cas de l'Afrique du Sud qui, elle, est une démocratie. Vous avez le cas de l'Algérie. Et si on fait une escale même sur le cas Kadhafi, l'Union africaine s'était opposée à l'intervention étrangère. Avec Jean Ping à l'époque, ça n'a pas prospéré. Voilà. Oui, ce que je veux dire, c'est que les États les plus influents, y compris sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire au niveau de l'Union africaine, ne sont pas toujours des modèles de démocratie. C'est ça la grande difficulté en fait de l'Union africaine. Prenez l'Algérie. Pendant des années, l'Algérie dirige le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Prenez la Libye de Kadhafi. Du point de vue financier, la Libye de Kadhafi a joué un rôle important dans cette transformation de l'OIA à l'Union africaine. Et de ce point de vue-là, l'Union africaine ne pouvait pas en fait filtrer pour dire que bon, désormais on a adopté une nouvelle charte, désormais c'est l'Union africaine, l'enjeu n'est plus la libération du continent, la décolonisation, ça c'est dépassé. Aujourd'hui il faut aller vers la gouvernance démocratique et en ce moment on va fixer des standards. Et puis on va dire bon, chaque État doit travailler à se conformer à ces standards-là. Et envoyer par exemple des missions d'experts dans tous les pays et en ce moment filtrer pour dire que désormais
voilà, c'est lorsque vous allez remplir ces conditions-là que vous allez être admis au niveau de l'Union africaine. Ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Mais en Afrique, on aura envie de dire que vous êtes un grand rêveur parce que ce sont des choses qui ne se feront pratiquement jamais. Pour des raisons pragmatiques, des raisons pratiques, c'est difficile. Mais c'est ça qui explique notre difficulté. Ça qui explique notre difficulté. Et ça qui fait qu'il suffit d'exister sur le territoire africain pour être membre de l'Union africaine. Ça ne suffit pas pour vous. Et en ce moment, vous avez des États dans lesquels vous n'avez pas de régime démocratique qui fonctionnent normalement, qui participent aux activités de l'Union africaine. Et lorsqu'il y a un coup d'État dans ces pays-là, l'Union africaine condamne. Alors que l'Union africaine devait se féliciter du fait qu'un dictateur est tombé. Et qu'il y a une transition qui doit s'enclencher pour que le pays puisse s'inscrire dans la vision de l'Union africaine. Est-ce que vous êtes dans la logique des personnes qui pensent aujourd'hui qu'après l'Algérie, le Soudan, c'est peut-être le Cameroun, c'est le Tchad, même le Rwanda de Paul Kagame qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans, qui ne veut plus partir, entre autres? Non, c'est difficile de prédire et de spéculer parce que les logiques ne sont pas les mêmes dans les pays. Mais est-ce un espoir quand même? Est-ce un espoir? Oui, c'est un espoir. Ça veut dire qu'on peut avoir un effet de domino, etc. Ça c'est vrai. Mais tout dépend du rôle des acteurs. Parce qu'il ne suffit pas... Regardez au Burkina Faso. Comment expliquer qu'en 27 ans, Blaise Compaoré a dirigé pendant 27 ans? Pourquoi c'est en 2014 seulement qu'il y a eu le soulèvement? Et quand vous regardez, dans la plupart des cas, il faut, pour qu'il y ait un mouvement social de cette envergure-là, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments sur le plan objectif, notamment une fissure au niveau de la coalition dirigeante. Si vous regardez le cas du Burkina, si le MPP n'avait pas été créé, je ne pense pas qu'il y aurait insurrection au Burkina Faso. Si, le MPP est arrivé au moment où la lutte avait atteint quand même un seuil de maturité assez important. Avec le recul aujourd'hui, on comprend très bien que pendant que les acteurs étaient dans la rue, il y avait d'autres acteurs qui planifiaient. Donc l'insurrection populaire n'est pas aussi spontanée que ça. Avec le recul, je pense qu'on a certaines informations qui nous permettent de dire que... C'est la chute d'un pouvoir qui a été bien planifié. Il y a eu un travail de planification. Quand vous regardez dans les autres pays, comme le Sénégal, c'est vrai que là-bas, ce n'était pas un coup d'État, c'était par des processus électoraux que Wade est parti. Mais il a fallu que des gens comme Macky Sall, Idrissa Seck quittent le navire du PDS. Il y a eu cette fissure au sein de la coalition dirigeante pour qu'il y ait alternance. Et quand vous regardez aujourd'hui la situation des pays comme le Togo, c'est parce qu'il n'y a pas une fissure au niveau de la coalition dirigeante, au niveau de l'armée, au niveau de l'UNI, le parti. Que le président tient fort et il y a un essoufflement de la rue. Donc ça, c'est un élément objectif. Deuxième élément objectif, il faut qu'il y ait une offre sur le terrain. Un des éléments qu'on peut retenir au Burkina Faso, c'est la création, par exemple, de nouvelles associations, comme le Balai citoyen, la création de nouveaux partis, comme l'UPC, qui ont renforcé le bloc oppositionnel et cela a permis de changer le rapport de force entre le pouvoir et l'opposition. Il y a un certain nombre d'éléments objectifs et d'éléments également subjectifs, des perceptions des populations qui expliquent ces mouvements sociaux. De nombreux citoyens africains qui nous regardent ne seront pas contents de vous entendre être un peu pessimiste sur l'avenir des luttes éventuelles dans les pays comme le Cameroun. Non, il s'agit d'analyser les choses froidement. Ce n'est pas une question d'optimisme. Les mouvements sociaux, la Guinée équatoriale... Les mouvements sociaux font l'objet de travaux. Il y a quand même je dirais des logiques sociologiques. Il y a des logiques sociologiques. Quand vous regardez, il y a un certain nombre d'invariants qu'on observe. Voilà, depuis les années 60, que ce soit au Burkina ou ailleurs, on a vu quels sont les facteurs explicatifs, les variables qui ont expliqué en fait ces mouvements-là. Donc, il ne suffit pas de vouloir pour que ça se produise. Il y a un ensemble d'éléments objectifs et subjectifs. Alors, soit c'est un soulèvement populaire, soit c'est un coup d'État. Le Niger est un bel exemple en matière de coup d'État. Tandja en a fait l'expérience. Et finalement, l'Union africaine est venue encore une fois de plus condamner. Il a fallu faire une année de transition. Alors, est-ce à dire aujourd'hui que les dirigeants qui s'accrochent peuvent éventuellement tomber dans les mêmes coups, encore dans les mêmes dynamiques, éventuellement dans les années à venir? Oui, c'est possible parce que ce qu'on observe, c'est que quand par exemple un coup d'État vient mettre fin à un autre coup d'État, l'Union africaine accepte le fait et on vient accompagner le pays pour la transition. Ce qui s'est passé au Niger, il y a eu un coup d'État constitutionnel, le président Mamadou Tandja qui avait violé la Constitution, qui avait dissous la Cour constitutionnelle, et donc il s'agissait d'un coup d'État contre un coup d'État. Et il s'agissait de restaurer la démocratie. L'armée qui se présente ici comme le garant, voilà, le gardien de la démocratie, en n'occultant pas aussi le fait que quand l'armée intervient aussi, généralement c'est suite à des mobilisations sur le terrain, parce que quand Mamadou Tandja est tombé, il y a eu quand même des mouvements sur le terrain organisés par la société civile, par les partis d'opposition. Et là aussi, je reviens à ce que je disais tantôt, pour que Tandja tombe, il a fallu qu'il y ait une fissure au sein du MNSD Nassara. Amma Amadou, qui était la cheville ouvrière du parti, a quitté pour créer son parti. La CDS Rama de Maman Ousmane
ces militants ont démissionné du gouvernement pour rejoindre la rue. Ça, c'est une variable importante de mon point de vue qui peut expliquer en tout cas l'avènement de ces mouvements. Également donc, au Niger. Alors, on a l'impression que le Niger a pris la bonne leçon. Finalement, Mamadou Issoufou ne veut pas tomber dans le même piège. Alors, Mohamed Bazoum a été investi comme candidat du parti au pouvoir. Un bel exemple à suivre sans doute pour le cas du Niger, là, par un pays comme la Côte d'Ivoire à côté, avec Alassane Ouattara qui continue de louvoyer. On ne sait toujours pas finalement s'il y sera ou pas. En Afrique, il faut attendre de voir. Il faut être prudent. Ah, mais le Niger a donné quand même un exemple. C'est un indicateur peut-être important. Tous les présidents qui ont changé la constitution pour se maintenir au pouvoir n'ont jamais déclaré qu'ils allaient le faire. Ils ont tous déclaré initialement qu'ils vont respecter la constitution, etc. Il faut attendre de voir. Parce que quand vous regardez les trajectoires des numéros 2 en Afrique, ça n'a pas toujours été fameux. Prenez Atiku au Nigeria qui a accompagné Obasanjo. Quand Obasanjo a terminé son second mandat, il l'a écarté pour favoriser Erradoua. Mamadou au Niger, qui a été la cheville ouvrière du MNSD, qui a été Premier ministre, qui était président du parti au pouvoir, à la dernière minute, il a été écarté. Rochmark Christian Kaboré, Burkina Faso, qui était le président du parti au pouvoir, qui était président de l'Assemblée nationale, qui a été Premier ministre, qui était considéré comme le dauphin, à la dernière minute a été écarté. C'est la même chose au Sénégal avec des gens comme Macky Sall, comme Idrissa Seck. Donc quand vous regardez la trajectoire des numéros 2 en Afrique, il faut faire attention parce que on a l'impression que les chefs d'État qui terminent leur mandat ont envie de passer la main à des présidents, des successeurs qui peuvent contrôler. Or, quand vous prenez le cas de Bazoum Mohamed, c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, qui a une grande stature, qui a même une sorte de charisme, qui est le président du parti au pouvoir, qui est quand même une grosse pointure du parti au pouvoir. On dit au Niger que c'est lui-même qui est oui, c'est le candidat naturel, parce que c'est le président du parti au pouvoir. Il fait partie des fondateurs. On a quand même franchi un cap important au Niger. On peut dire que lui, il est bien parti. Mamadou Issoufou ne peut pas faire un revirement. C'est pour ça que je dis on attend de voir. Vous pensez qu'il peut toujours faire un revirement de... On attend de voir. Un revirement est toujours possible. Au Niger, malgré l'investiture. Un revirement est toujours possible. Un revirement est toujours possible. Parce qu'on a vu des cas de par le passé. Mais c'était la même chose au Niger avec Mamadou. C'était le président du parti au pouvoir qui devait succéder naturellement à Mamadou Tanja. Mais la différence, lui, n'avait pas été investi. Il n'avait pas été investi, mais c'était connu. Et de la Constitution, c'était clair que Mamadou Tanja ne pouvait pas avoir de troisième mandat. Mamadou Issoufou a toujours dit. Mais après, on a prétexté avoir d'autres chantiers, etc. Et quand vous regardez le Niger aujourd'hui, c'est un pays en chantier. Hein. Donc peut-être qu'il y a des chantiers, compte tenu de l'immensité des chantiers, peut-être qu'on ne sait jamais. Donc à mon avis, dans les contextes africains, il faut être prudent. Mais on peut considérer cela comme en tout cas un bon signe, le fait que de façon officielle, que le président ait annoncé qu'il ne va pas se présenter, même si le fait même de faire cette annonce, alors que la question est réglée par la Constitution, me pose problème. Ça me pose problème parce que c'est des questions qui sont... C'est comme si on peut même modifier la Constitution pour rester au pouvoir. Le fait qu'il l'ait fait peut être quelque chose... d'intéressant, peut-être une première, mais comme je l'ai dit, il faut attendre de voir, parce que 2021, ce n'est pas très proche. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Et le cas Alassane Ouattara, finalement, qui manifestement ne dit pas s'il s'en va ou pas? Oui, il y a une variable peut-être qui peut expliquer pourquoi, peut-être il ne veut pas le dire clairement. Il y a des études, par exemple, aux États-Unis qui ont montré, parce que là-bas c'est connu, après un deuxième mandat, vous ne pouvez plus briguer de troisième mandat, etc. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que quand un président en fin de mandat, il perd en fait de l'autorité. Il perd de l'autorité et l'attention en fait se porte vers peut-être le prochain président, le dauphin, etc. Et donc, certains chefs d'État, pour maintenir leur autorité, maintenir le suspense, préfèrent garder le silence quant à leurs intentions. Peut-être que cela peut expliquer. C'est une façon en fait de dire que je suis toujours là. J'ai le contrôle sur le système. Voilà, et qu'à tout moment, voilà, je peux décider de me présenter, tout comme je peux décider de ne pas me présenter. Ça permet en fait de garder une certaine autorité, un certain pouvoir sur les acteurs. Alors, est-ce qu'on peut dire clairement que pour le cas, peut-être c'est Soro qui pose problème, ou encore autour d'Alassane Ouattara, même il ne maîtrise pas la situation de telle sorte qu'il doit être assez prudent? Oui, je crois que pour le cas Soro, effectivement, c'est une sorte de menace, hein, parce qu'on sait qu'il a une capacité... de nuisance peut-être terrible. Oui, capacité de nuisance. Vous avez les rapports des Nations Unies qui estiment qu'il détiendrait encore des armes de guerre, etc. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il inquiète le camp Ouattara, surtout avec les rapprochements avec le PDCI, avec également la possibilité que Laurent Gbagbo rentre. Donc, tout cela complexifie en fait la situation.
Et ça crée une incertitude quant à la capacité du RDR. Même si le RDR a une machine quand même très forte sur le terrain, c'est difficile d'avoir une machine qui peut concurrencer le RDR. Mais le président Ouattara, en gardant le mystère sur ses intentions, je pense on peut faire l'hypothèse qu'il veut maintenir son autorité au niveau de ses troupes. On reste encore une escale, hein. On fait une escale sur les chutes des présidents en Afrique. On a vu le cas de Omar El-Béchir, la douche froide pour la communauté internationale, c'est le refus des nouvelles autorités de le livrer à la Cour pénale internationale. Est-ce que vous avez été surpris par cette attitude? Absolument pas, mais c'est tout à fait normal. Ce n'est pas Omar El-Béchir qui, personnellement, est parti commettre des crimes au Darfour. Ce sont les militaires et les miliciens. On aurait pu dire Laurent Gbagbo a été envoyé à la CPI par Alassane Ouattara, même si on sait que ce n'était pas Laurent Gbagbo seul qui était à l'origine de la mort des 3000 Ivoiriens. Voilà. Les militaires qui sont aux affaires actuellement au Soudan, certainement que vous avez même les responsables des milices qui ont été utilisés par Omar El-Béchir pour contrer l'insurrection au Darfour, qui sont représentés dans ce fameux conseil militaire. Et donc, en extradant Omar El-Béchir, l'armée sait très bien qu'il voilà, y aura des répercussions sur elle-même. Parce que Omar El-Béchir a été à la tête d'un système. C'est tout un système. Et si on doit mener des investigations, aller vers un procès, c'est clair que beaucoup de noms de ceux qui sont aujourd'hui bien placés au niveau de l'armée, au niveau des milices. Est-ce qu'il n'y avait pas de quoi ne pas s'inquiéter? On a vu le cas de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui a été libéré avec Charles Blé Goudé aujourd'hui. La CPI a perdu de sa valeur ces derniers temps avec tout ce qu'on voit sur le terrain. Jean-Pierre Bemba, entre autres, également. Absolument. Je pense qu'au début, ça a suscité un certain espoir en pensant que bon, cela peut avoir cette sorte d'épée de Damoclès pour les chefs d'État, peut avoir un effet dissuasif, mais avec ce qu'on a observé aussi bien pour Bemba que pour Gbagbo, il y a en tout cas... oui, il y a quand même beaucoup de questions qu'on se pose sur sa crédibilité. Mais je pense que la simple existence de la CPI peut être quelque chose de positif, en ce sens que ça donne quand même cette idée que les crimes ne seront pas éternellement impunis. Parce qu'au niveau du traité de Rome, les crimes de guerre, les crimes de génocide, il n'y a pas de prescription. Donc, à tout moment, on pouvait être poursuivi. À moins que les pays africains mettent en place un système alternatif, ce qui serait également une bonne chose. Mais je pense que l'existence de la Cour, peut-être qu'elle pourrait être réformée, mais son existence, de mon point de vue, est une bonne chose. Alors, est-ce que le grand espoir de Seydou Abdul Karim, politologue, est d'avoir des soulèvements populaires dans les pays où les présidents ne veulent pas partir, des coups d'État militaires ou un remplacement à la lumière d'un certain Joseph Kabila et aujourd'hui pays Tshisekedi en République démocratique du Congo? Lorsque vous avez en face un dictateur, dans le cas d'un régime autoritaire, en dehors de la force, ça peut être l'insurrection menée par les citoyens, ça peut être l'armée qui prend un coup d'État. Je ne connais pas un autre moyen pour faire partir un dictateur. On a vu le remplacement en République démocratique du Congo, on a l'impression que c'était à la Poutine, Medvedev, et puis finalement on revient aux affaires quelques années plus tard. Mais si on s'inscrit dans une logique de changement de régime, on n'a pas fait grand-chose. Le système reste. C'est pour ça que jusqu'à présent, vous n'avez pas de Premier ministre. Parce que... RDC, pour vous, ce n'est pas un exemple. Hein? Non, ce n'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Les élections ont été truquées. Vous avez été déçu par la tenue des événements. C'est des arrangements qu'il y a eu. C'est des arrangements, en fait, par le haut, entre élites, quoi, pour donner l'impression d'une alternance. Mais tout le monde sait qu'il ne s'agit pas d'une alternance. Laurent Kabila garde encore une grande influence dans le système. Et aujourd'hui, son camp veut imposer justement le Premier ministre parce qu'ils se sont arrangés pour avoir la majorité au niveau du Parlement. Donc c'est comme si on a un président de façade. On a un président de façade. Est-ce qu'il faut craindre qu'on puisse avoir d'autres exemples de présidents de façade comme la République démocratique du Congo? Oui, déjà, ce que Kabila a fait en RDC, c'est une innovation. Parce qu'en fait, il a anticipé... Innovation dans la démocratie ou dans la manipulation des voix? Innovation dans les stratégies de domination. Parce que le modèle qu'on avait en tête et qu'on pensait qu'il allait adopter, c'était en fait le modèle Poutine. C'est-à-dire que, bon, de placer un de ses lieutenants et puis de tirer les ficelles. Ça n'a pas marché. Maintenant, il a anticipé parce que ce qu'il a fait, ça lui a permis en fait, de faire d'une pierre deux coups. Un, c'était de donner l'impression qu'on a affaire à l'alternance parce que le président Tshisekedi est de l'opposition, son parti est l'un des plus vieux partis d'opposition dans le pays. De deux, il divise l'opposition. Donc il n'a pas en face un bloc. Parce que même si l'Union africaine, imaginez qu'il ait adopté le modèle Poutine,
c'est-à-dire prendre un de ses lieutenants qu'il va faire élire, entre guillemets. En ce moment, on allait avoir une crise, un conflit post-électoral. Et quand les experts de l'Union africaine, les chefs d'État de l'Union africaine vont venir, qu'est-ce qu'ils vont proposer? On connaît la recette, gouvernement d'union nationale. Donc, opposition, majorité, on va se mettre ensemble, gouvernement d'union nationale, etc. Donc, lui, il a anticipé. Parce que ce qu'on a actuellement au niveau de l'appareil d'État, c'est comme une sorte de gouvernement d'union nationale. Parce qu'à part le camp Fayoulou, c'est comme si c'est une alliance qui s'est tissée entre l'opposition et le parti au pouvoir. Donc il a anticipé. L'Union africaine a été désavouée aussi sur la RDC. Ça a été une véritable déculottée pour l'Union africaine. Oui, l'Union africaine et l'Union européenne également. Aussi. Voilà. Et c'est en cela que Kabila, comme je l'ai dit, il a fait preuve d'ingéniosité pour déjouer toutes les stratégies des acteurs internationaux, l'Union européenne, l'Union africaine. Parce qu'il savait très bien, les gens s'attendaient à ce que comment il s'appelle déjà son candidat, oui. son lieutenant. Les gens s'attendaient à ce que son lieutenant soit élu. Maintenant, il a anticipé et puis il a changé de stratégie. Il a fait élire Tshisekedi. Donc, ça donne l'impression qu'il y a eu une alternance. Donc, parce que le président de la République, voilà, c'est un leader de l'opposition. Clairement, on dit en Afrique, c'est un hold-up électoral. Voilà. Et là où également il a été très stratège, oui. C'est le fait d'avoir refusé, par exemple, le financement de l'Union européenne. Le fait d'avoir refusé, par exemple, qu'il y ait des observateurs. Parce qu'à part l'Église catholique, pratiquement, il n'y avait pas des acteurs internationaux qui avaient des observateurs sur le terrain qui seraient, par exemple, en mesure de dire, chiffre à l'appui, qui a véritablement gagné les élections. Et c'est là où on voit aussi le risque de la situation politique actuellement au Bénin, où Patrice Talon a fait réunir par ce ministre des Affaires étrangères les ambassadeurs, les partenaires au développement pour dire qu'il ne veut pas de financement extérieur pour les élections. Et on est en train d'aller vers des élections. On est en train d'aller pas du financement extérieur. Non. Et quand on ne veut pas aussi, ça vous crée des problèmes. Ce que je veux dire, quand les chefs d'État africains disent on ne veut plus de financement extérieur, c'est qu'ils préparent la faute. Vous êtes sûr? C'est ce qu'on a vu. Parce que mais la solution, c'est de pouvoir financer nos élections. En 2020, si le Burkina n'a pas besoin d'aide extérieure, on n'en a pas besoin. Oui, en fait, les gens rejettent le financement extérieur, mais pas pour les bonnes raisons. Ce n'est pas pour des questions de souveraineté. C'est parce que quand vous avez le financement de l'Union européenne, il y a un panier commun où les acteurs internationaux apportent leur appui. Ça leur donne également le droit, d'interroger le processus électoral, de déployer des observateurs sur le terrain. Mais dès lors que les acteurs internationaux sont exclus, ils ne financent pas, ils n'ont plus le droit de demander des comptes au gouvernement. Donc, beaucoup de chefs d'État le font, pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, la bonne raison, c'est quoi? C'est l'idée que, bon, on prend conscience que les élections, quand même, c'est une fonction régalienne. Donc, on doit financer ça par nous-mêmes. On ne doit pas attendre l'appui extérieur. Mais c'est que généralement, quand on rejette l'appui extérieur, c'est parce qu'on a de mauvaises intentions. Alors, manipuler donc vous méfiez de tous les présidents qui veulent s'autofinancer sur les organisations des élections sur le continent africain? Oui, en tout cas, à partir de ce qu'on a vu sur le terrain, c'est la leçon qu'on peut tirer. En RDC, c'était comme ça. Parce que si l'Union européenne avait participé au financement des élections, l'Union européenne avait déployé, par exemple, on sait que les experts de l'Union européenne sont très aguerris, très expérimentés. C'est-à-dire que l'Union européenne, on l'a vu ici au Burkina Faso, même au niveau de la société civile, il y a une plateforme. La CODEL, moi, j'étais dans la CODEL, on a vu pratiquement les résultats. On avait pratiquement parce qu'il y a des méthodes statistiques qui vous permettent d'avoir un échantillon représentatif des bureaux de vote et qui vous permettent d'extrapoler et d'avoir les résultats provisoires. Maintenant, selon la législation des un pays, vous pouvez avoir le droit de les diffuser avant la CENI ou pas. Mais vous avez la possibilité de déployer des observateurs. Donc, pour vous, c'est une fraude électorale qui se prépare au Bénin. Les présidents africains qui veulent tricher, qui veulent manipuler les processus électoraux, ne veulent pas de financement extérieur parce que voilà, ça peut justement porter un coup à leur stratégie de manipulation. Alors, vous avez parlé de l'Union européenne, vous avez parlé des financements. Revenons en Afrique de l'Ouest, vous parlez du G5 Sahel. On fait des voyages, on n'a pas fini sur Bruxelles, Ouagadougou. Le Burkina assure actuellement la présidence tournante du G5 Sahel. Jusqu'à présent, ce mécanisme de lutte contre le terrorisme ne fonctionne pas. Est-ce que finalement, vous croyez en cette affaire-là? Non, je suis très sceptique sur le G5 Sahel parce que lorsqu'on regarde déjà même l'origine du G5 Sahel, le G5 Sahel, c'est une initiative française. Je pense que ça, c'est déjà au niveau de la base. Pour moi, ça ne s'ouvre d'aucun débat. Le G5 Sahel s'inscrit dans la stratégie française au Sahel. Ce n'est pas une décision endogène, mûrie, décidée par les pays africains. Et on sait que la France, depuis des années, la France a toujours eu comme stratégie en fait, de contrer l'hégémonie du Nigeria. C'est pour ça qu'on a écarté la CEDEAO.
Et quand vous regardez au niveau international, les mécanismes de subsidiarité au niveau des organisations internationales, vous avez au plan mondial le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est responsable de la paix et la sécurité au niveau global. Au niveau africain, c'est le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et qui travaille étroitement avec les communautés économiques régionales. En ce qui nous concerne, c'est la CEDEAO. Et dans le cadre de l'architecture de paix et de sécurité qui a été créée au niveau de l'Union africaine, il était question d'avoir une brigade régionale, c'est-à-dire sur la base de l'embryon de l'ECOMOG que nous avons, avoir une force régionale connectée au Conseil de paix et de sécurité. Pourquoi on a écarté... Le n'existe pratiquement plus. Non, mais pourquoi on a écarté... Alors qu'il y a eu le Libéria quand même. La CEDEAO a une stratégie Sahel. La CEDEAO avait l'intention de mettre en place une force spéciale pour le Sahel. Même chose pour nous au niveau de l'Union africaine, à travers la mission de l'Union africaine au Mali et au Sahel. Il y avait ce projet-là. Mais la France n'a pas intérêt à ce que le Nigeria assume le leadership sur les questions sécuritaires. C'est pour ça que s'en sortir avec Boko Haram tout de même. Il faut mais le Nigeria reste quand même la locomotive de la CEDEAO. Et quand vous regardez la CEDEAO, malgré ses faiblesses, est l'organisation économique régionale la plus efficace, la plus dynamique en Afrique. Ça ne souffre d'aucun débat. En matière de sécurité, quand vous regardez en 2016, la CEDEAO a adopté son document de politique sur la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité. Sur la question des armes légères et de petit calibre, on a une convention de 2008. Il y a un travail qui se fait dans les différents pays. Sur les questions de gouvernance, avec le protocole de 2001 sur la démocratie, la bonne gouvernance, qui a même inspiré l'Union africaine. Donc la CEDEAO est très avancée. Et quand vous regardez aujourd'hui les projets du G5 Sahel, c'est quoi? Deux volets, sécurité, développement économique. Mais la CEDEAO, de par sa dénomination, c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Donc la CEDEAO est déjà sur les chantiers. Donc, vous voulez dire que la CEDEAO devait rejeter le G5 Sahel, le projet même de création du G5 Sahel? Les chefs d'État africains n'ont pas fait preuve de vision. Si on avait une vision, on devait s'inscrire dans le renforcement de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, la fragilité des États fait qu'aucun État n'est en mesure de faire face aux défis terroristes. C'est même pas le défi terroriste. Pourquoi la CEDEAO n'arrive toujours pas à faire face à ce péril sécuritaire dans ces différents pays de la sous-région? Je crois que c'est les agendas des différents pays. Même sur les questions monétaires, la CEDEAO a un projet de monnaie commune. 2020, là, la monnaie commune. La monnaie commune. Voilà, la monnaie commune. Et en même temps, on voit par exemple des pays, les pays les plus influents du côté francophone, la Côte d'Ivoire, par exemple, et le Sénégal, qui défendent le franc CFA. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Parce que si l'idée, l'objectif de la CEDEAO, c'est d'aller vers, par exemple, une monnaie commune, d'aller vers plus d'intégration sur le plan économique, sur le plan militaire, on peut s'attendre à ce que véritablement, même sur les questions de sécurité, qu'on aille par exemple vers une intervention de la CEDEAO, une force spéciale peut-être pour le Sahel, qui pourrait travailler en partenariat avec des pays clés, comme l'Algérie, comme le Tchad. Parce que le problème avec le G5 Sahel, c'est quoi? C'est que ces pays-là sont considérés par des pays comme l'Algérie. C'est une illusion, c'est même une absurdité que de penser que vous pouvez lutter contre le terrorisme sans l'Algérie. Or, l'Algérie, mais tout le monde sait, depuis la rébellion Touareg, l'Algérie a toujours servi de base de repli pour les mouvements rebelles, les mouvements armés, etc. Donc tout le monde le sait. Mais l'Algérie ne veut pas travailler avec le G5 Sahel. Pourquoi? Parce que l'Algérie tient à sa souveraineté militaire. L'Algérie ne veut pas partager des renseignements militaires avec des pays comme le Niger, le Mali, parce que c'est en même temps partager des renseignements sensibles avec la France. Et aujourd'hui, quand vous regardez le G5 Sahel... On a l'impression que c'est un vrai projet de dupe, en fait. Absolument. Quand vous regardez le G5 Sahel, qui a présenté la résolution au niveau des Nations Unies pour que, par exemple, inscrire le G5 Sahel au niveau du chapitre 7 des Nations Unies, pour obtenir le financement des Nations Unies? C'est la France. En Chine, Macron est parti également faire une opération de séduction, inciter la Chine, par exemple, à financer le G5 Sahel. L'Arabie Saoudite, exemple. Qu'est-ce que la France a fait de gagne? Un, c'est que la France veut avoir une alternative à la force Barkhane, parce que ça coûte excessivement cher, 4000 hommes à maintenir, etc. La France veut également avoir une opportunité pour vendre des armes. Parce que c'est là où on voit la contradiction entre les pays du G5 Sahel. Les chefs d'État africains ont commencé. Il y a un conflit latent au niveau de la gestion des fonds. Toutes les annonces qui ont été faites au niveau international, la position de la France à un moment donné, c'était de dire, bon, ils vont s'occuper de la gestion de ces fonds-là, mais les chefs d'État africains veulent créer justement un fonds fiduciaire pour pouvoir avoir le contrôle. L'enjeu pour la France aussi, c'est de pouvoir vendre des armes. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui qu'on ait des solutions endogènes à ces différentes crises sécuritaires? Oui. Le Burkina a commencé avec l'opération Otapouanou, le Nigeria lutte contre Boko Haram, le Niger a trouvé peut-être des solutions parce qu'il y a moins d'attaques au Niger aujourd'hui, même si notre grand voisin, le Mali, peine quand même à trouver des solutions. Moi, je pense que si on doit véritablement s'inscrire dans une approche stratégique,
il faut peut-être à moyen ou à long terme penser vers la transformation de la CEDEAO en fédération, en État fédéral. Quand on regardait depuis les années 60, c'était quand même l'une des idées très fortes défendues par des intellectuels comme Cheikh Anta Diop. Depuis les années 60. Aller vers une fédération. Aller vers une fédération, ça veut dire quoi? Quand vous regardez au niveau militaire, la semaine dernière, la Côte d'Ivoire a annoncé la création d'une école de guerre. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens d'intenir une école de guerre? Est-ce que ce n'est pas mieux, finalement, de transformer l'école de guerre du Nigeria, où sont sortis certains de nos officiers, comme l'ancien chef d'état-major Oumarou Sadou, transformer cette école de guerre-là en école régionale? Avoir une armée fédérale, un gouvernement fédéral, une constitution fédérale, un parlement fédéral. Et par exemple, au Burkina Faso, au lieu d'avoir un président du Faso, qu'on ait un gouverneur du Faso. En ce moment, les frontières de l'espace communautaire vont être sécurisées par une armée fédérale. Aucun chef d'État ne va accepter cette proposition, vous le savez. Pourtant, si on regarde le processus d'intégration, si vous voulez avoir une monnaie commune, vous pouvez harmoniser. La semaine dernière, je voyais même au niveau des codes miniers, la CEDEAO est en train de réfléchir à comment harmoniser les législations sur les questions minières. Mais si on s'inscrit dans une logique d'harmonisation, autant à long terme s'inscrire dans une vision fédérale. Alors, passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples, vous y croyez? Je crois qu'il faut... C'est une vision, hein, je pense. Oui, je crois que c'est une vision. C'est une vision. Oui. Mais le problème qui se pose, c'est que les États ne font pas suffisamment la promotion de la CEDEAO. Si vous prenez les instruments de la CEDEAO, les documents de la CEDEAO sur les questions de gouvernance, ils sont très peu connus. Et qui doit faire ce travail-là, ce sont les États. Mais quand vous prenez le document de la CEDEAO, le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, si vous voulez, dans un pays, savoir si, par exemple, votre législation électorale respecte les standards internationaux, vous pouvez comparer cette législation électorale-là au document de la CEDEAO. Et beaucoup de chefs d'État n'ont pas intérêt à ce que beaucoup de citoyens prennent connaissance de ces documents. Nous avons du chemin encore. Revenons donc sur le cas du Burkina. Au Tapouanou, vous pensez que c'est peut-être bien parti pour lutter contre le terrorisme au Faso avec des opérations de cette nature? Oui, je pense qu'on a vu avec le renouvellement du gouvernement, le renouvellement au niveau du commandement, on a vu des actions très fortes. On a vu des actions très fortes. Parce que on parle de violation des droits de l'homme aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Oui, je pense que c'est une question extrêmement importante qui se pose dans tous les conflits. Hein. Les rébellions Touareg au Mali, au Niger, partout. Lorsque vous avez une armée qui n'a pas suffisamment, je dirais, qui n'a pas l'habitude en fait de faire face à ce type de défi, c'est des choses qui sont inévitables qu'on a vues ailleurs. Et donc le Burkina Faso doit tirer leçon de ce qui s'est passé ailleurs parce que lorsqu'il y a des violations des droits humains, l'action de l'armée, l'action des forces de sécurité devient contre-productive. Moi j'ai fait ma thèse sur la rébellion Touareg au Niger. Je sais que beaucoup de chefs rebelles Touareg, comme par exemple Mohamed Anako, qui est actuellement président du conseil régional d'Agadez, beaucoup de Touaregs avaient rejoint le maquis parce qu'ils étaient entre deux feux. Ceux qui étaient dans le maquis à l'époque, comme les Riss Agboula, les considéraient comme des traîtres. Et l'armée les considérait comme des complices. Donc ils se retrouvaient entre deux feux. Et beaucoup ont été victimes d'injustice, d'exactions, et ils ont été contraints, à leur corps défendant, de rejoindre le maquis. Il faut éviter peut-être ce spectacle-là pour le Burkina? Absolument, absolument. Parce que chaque fois que les forces de sécurité commettent des injustices, des exactions contre des citoyens innocents, vous contribuez en fait à la radicalisation de ces citoyens-là. Donc, je crois que les engagements qui ont été pris par le gouvernement, le ministère de la Défense en particulier, dans le domaine des droits humains, c'est important de pouvoir tenir ces engagements. C'est important également que la société civile, le travail qui a été fait par le MPDHP, ait encouragé que la société civile joue son rôle de veille pour aider les forces de sécurité. On s'achemine vers la fin de cette émission. Je vais vous entendre la voix parlementaire pour la nouvelle constitution, passer à une 5e République. Vous pensez que c'est la meilleure alternative pour le Burkina? Pour moi, la meilleure alternative, c'est coupler le référendum constitutionnel à la prochaine présidentielle. Et les législatives, alors, ça ne fera pas trop à la fois? Non, ça ne sera pas trop, c'est pas compliqué. D'autres voix disent clairement qu'on veut peut-être faire référendum présidentiel et remettre à plus tard les législatives, alors que l'opposition semble ne pas être favorable à cette piste-là. Ça, c'est une option extrêmement dangereuse, parce que vous allez assister à un vide au niveau parlementaire. Je crois que l'option qui me paraît la plus porteuse, c'est celle d'avoir un triple scrutin.
c'est pas compliqué. On a eu le couplage des élections ici au moins à 2 reprises. C'est pas compliqué. Parce qu'il y a déjà eu un consensus des différentes forces sociales, politiques sur la Constitution. Mais le Parlement, pour vous, ce n'est pas la meilleure voie? Non, je crois que... en fait, c'est pour minimiser quand même. 20 milliards, ça fait énormément beaucoup d'argent. C'est pas ça. Le président du Faso a posé la question à la Commission constitutionnelle. Oui. Est-ce que la voie parlementaire est possible? La Commission constitutionnelle a répondu non. Si c'est pour adopter une nouvelle constitution, il faut aller vers le peuple. Maintenant, si on veut modifier la constitution, la Charte de la République, on peut aller par la voie parlementaire. Donc, ça dépend de ce qu'on veut. Si c'est une nouvelle constitution, d'ailleurs, rien n'interdit que l'ensemble des amendements, des changements qu'on veut intégrer dans la constitution, qu'on puisse les adopter par la révision constitutionnelle. C'est-à-dire faire une révision intégrale de la constitution. Mais si on tient au symbole de la Ve République, à mon avis, on ne peut pas organiser dans le contexte actuel de référendum en 2019. Donc on a la possibilité de coupler. En ce moment, oui, la campagne pour les présidentielles va être la campagne pour la question référendaire. Le référendum. Ça va même permettre d'alimenter le débat, enrichir même le débat. Pendant la campagne. Les offres et puis oui, parce que chaque candidat à la présidentielle sera appelé à se prononcer sur la Constitution. Mais ce sera peut-être plus intéressant. On verra bien ce que cela va donner. On parle de réconciliation nationale. Pensez-vous que le Burkina a un problème de réconciliation? Ablassé Ouedraogo a clairement déclaré qu'il fallait négocier le retour des exilés politiques, peut-être pour tendre vers la paix. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure des solutions? Alors, je ne comprends pas très bien ce lien entre le retour des exilés, entre guillemets, et la stabilité, la sécurité au Burkina. C'est de deux choses l'une. Il y a deux hypothèses. Soit on veut nous dire que les exilés, notamment Blaise Compaoré, est derrière une responsabilité dans les attaques contre le Burkina Faso. En ce moment, si on négocie avec lui, il rentre sans être inquiété par la justice, on va avoir la sécurité. Soit, seconde hypothèse, on veut profiter de la situation sécuritaire pour se donner une immunité. C'est-à-dire en faisant croire que si Blaise Compaoré et les autres rentrent, le Burkina Faso va avoir la sécurité, alors qu'ils n'ont pas véritablement les moyens pour permettre au Burkina Faso de retrouver la paix et la stabilité. Pour vous, donc, ce n'est pas... il y a deux hypothèses. Je pense qu'il y a une certaine ambiguïté qu'on observe dans le discours sur la réconciliation. Parce que la réconciliation, jusqu'à présent, on ne sait pas ce que c'est. Vous avez deux discours sur la réconciliation. Et ce discours-là, en fait, est déterminé par les intérêts des acteurs en place. Pour la coalition dirigeante aujourd'hui, le MPP et ses alliés, la réconciliation telle qu'elle est définie par la CODER va permettre en fait d'affaiblir leur hégémonie. Parce que ça signifie en fait véritablement aller vers une sorte d'immunité, d'amnistie où les gens ne seront pas poursuivis, on va se pardonner, on va tourner la page. Mais en même temps, cela change le rapport de force. Parce que cela signifie que peut-être Bartholé pourra se présenter à la prochaine élection, etc. Donc, voici un peu comment je perçois la position du camp présidentiel. Du côté de l'opposition, il y a un enjeu important. Si on doit suivre le processus judiciaire actuel, c'est-à-dire tel que le président du Faso l'a dit, il faut aller vers la vérité, la justice. Ensuite, on va penser à la réconciliation. C'est-à-dire que tous les dossiers qui sont en justice, on doit laisser la justice faire son travail. Mais cela signifie qu'il y a des gens qui vont disparaître, en tout cas au sein de l'échiquier politique. Parce que quand on regarde les crimes qui sont en cause, les crimes de sang, les crimes économiques, cela signifie qu'il y a des gens qui pourraient être condamnés et maintenant même terminer leur jour en prison. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne se voient pas, en tout cas dans ces conditions-là. Voilà qui est clair. Un mot sur la lettre qu'a envoyée Blaise Compaoré à Roch Christian Kaboré. Bonne foi, peut-être encore jeu de dupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'ai été surpris que Blaise Compaoré, c'est vrai qu'on n'a pas le document, hein, mais dans les échos qu'on a eu... quand même du gouvernement que vous avez Oui, dans les échos qu'on a eu, j'ai été surpris que Blaise Compaoré n'ait pas dit un mot sur la justice, parce que la justice burkinabé a également envie de... Vous aurez aimé qu'il dise qu'il va venir se présenter ça serait intéressant, ça serait intéressant, par exemple, qu'on sache quelle est sa position sur les questions judiciaires. Est-ce qu'il serait prêt à rentrer et répondre à la justice, dans quelles conditions, etc. Je pense que c'est aussi une question... On parle d'apport pour la paix du pays. Oui, mais l'apport pour la paix, la paix passe aussi par la justice. Un dernier mot sur la présidentielle de 2020. Déjà 4 candidats, ça promet apparemment de belles empoignades en 2020. Oui, je crois qu'on va avoir certainement d'autres candidatures. Un des enjeux de ces élections-là, c'est de voir si véritablement le MPP va pouvoir
comme en 2015. En tant que politologue, vous pensez que ce sera chaud en 2020 au Burkina? Il y aura un second tour éventuellement, quand vous voyez les forces en présence? C'est possible. C'est possible lorsqu'on sait qu'en 2015, quand même, la cheville ouvrière, la campagne, c'était Salif Diallo, le feu Salif Diallo, paix à son âme. Et quand on regarde également les mécontentements, même au niveau du parti au pouvoir, au niveau des militants, lorsqu'on regarde aussi l'opposition qui s'organise, même si au niveau du CDP, on ne voit pas clairement comment les choses vont se passer jusque-là, il y a un risque de fissure, tout comme il y a une possibilité qu'ils puissent se mettre ensemble autour d'un candidat, parce que Kader Désiré a déjà annoncé sa candidature. Mais je crois qu'on assiste véritablement vers une sorte de, je ne dirais pas fragmentation, mais une recomposition du système partisan. Une recomposition du système partisan qui peut avoir des conséquences au niveau des processus électoraux, notamment au niveau de la présidentielle, c'est-à-dire avoir un second tour. Et aujourd'hui, quand vous regardez la tendance au niveau africain, Issoufou au Niger, Macky Sall au Sénégal, les chefs d'État africains ne veulent pas de second tour parce que c'est très risqué. Et donc, on prend les dispositions pour coûte que coûte passer au premier tour parce que c'est plus sécurisant. Et tout dépend des rapports de force qui vont se mettre en place et la façon dont les partis d'opposition vont s'organiser. Merci à vous, M. Saïdou Abdou Karim. Je vous en prie. Ainsi prend fin l'émission Le Grand Déballage de ce jour. Dr Abdou Karim Saïdou, enseignant à l'université Ouaga 2. Il était notre invité pour parler de la situation du continent africain, mais également du Burkina Faso. Et très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.